que vous avez déjà été déçu, je veux dire vraiment déçu, par des vacances planifiées des mois à l'avance pour vous retrouver au milieu de la foule, faire la queue pour la moindre visite, vous partager un coin de sable sur la plage, rester bloqué dans les embouteillages ou bien admirer une montagne de déchets qui n'était pas sur la carte postale? Bonjour à tous, ici Nam et aujourd'hui on va parler de tourisme de masse, ses causes, ses conséquences et quelques solutions. C'est parti! Pour commencer, le tourisme de masse ou surtourisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une présence touristique perçue comme excessive et nuisible. Le tourisme de masse est directement lié à la capacité d'accueil d'un lieu, quel qu'il soit. On va souvent penser à des plages paradisiaques ou à des villes attrayantes, mais le surtourisme, ça concerne aussi des espaces comme le Groenland ou l'Himalaya, pour ne citer que. Alors, pourquoi le tourisme de masse est-il si marqué aujourd'hui? Déjà, on a eu la réouverture des frontières. Après le Covid, il n'y a jamais eu autant de voyageurs à l'international, ou comme je disais, 1,4 milliard en 2024 selon l'Organisme mondial du tourisme. Et la répartition de ces touristes, elle n'est pas du tout homogène. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Ils ont pulvérisé l'accessibilité et la découverte de lieux magnifiques et de bons plans voyage. De plus, les algorithmes mettent en avant certains contenus qui deviennent viraux. Beaucoup de personnes voient alors les mêmes vidéos, vont aux mêmes endroits et font les mêmes choses que les influenceurs qu'ils regardent, ce qui en plus inspire d'autres influenceurs, un petit effet boule de neige. Les réseaux sociaux, ils vous montrent souvent le meilleur du voyage en omettant volontairement certaines choses et les vidéos et photos sont parfois très modifiées. Ensuite, il y a également les transports et je vais laisser mon invité vous en dire un peu plus. Bonjour à tous, je m'appelle Fabienne, je suis éco-travel planner, c'est-à-dire que j'aide les personnes et en particulier les femmes actives à organiser leur voyage en toute autonomie. J'ai tout un parcours dans le domaine de l'environnement et ma spécialité c'est donc le voyage durable. Ce que je cherche c'est à orienter mes clients vers des itinéraires alternatifs où on ne va pas contribuer comme ça au surtourisme. Alors aujourd'hui, ça reste quand même compliqué, hein, effectivement. On voit bien que l'évolution, si on regarde le moyen de transport le plus fréquent encore aujourd'hui pour voyager dans le monde, puisque tout est mondialisé, c'est le transport aérien. Et tout est fait pour que les aéroports soient très bien connectés avec les autres modalités de transport. Il y a la publicité qui nous incite, des tarifs qui sont imbattables. Donc c'est effectivement un peu difficile encore aujourd'hui d'arriver à orienter les gens vers un voyage en train. Alors même si ça s'améliore, hein, on a de plus en plus le train qui est remis en avant. Quelques difficultés encore si on prend l'exemple d'une famille. Ça reste difficilement compétitif aujourd'hui en France, hein, donc d'avoir des tarifs pour toute une famille, pour voyager en train. Donc ça, c'est des sujets qui, je pense, vont évoluer, hein. Il y a une vraie demande. On a des exemples très positifs. Si on prend la ville de La Haye aux Pays-Bas, l'année dernière, elle a décidé d'interdire la publicité pour les énergies fossiles, que ce soit les voitures thermiques, l'avion. Donc il y a tout un mouvement qui va se mettre en place pour ce côté slow tourisme. Mais effectivement, malheureusement, aujourd'hui, le transport est aussi un facteur qui va orienter les gens sur des endroits bien spécifiques, quoi. Et même encore le train aujourd'hui, une des problématiques qu'on rencontre, ça va être le dernier kilomètre. Même si la personne souhaite voyager en train, comment elle finit d'arriver vraiment à son logement, comment ensuite elle va se déplacer sur un territoire plus rural. Donc il y a encore beaucoup de choses à repenser. On a parlé des transports et un autre facteur, c'est le temps. La plupart d'entre nous n'avons que quelques jours devant nous lorsque l'on part en vacances, souvent pendant l'été d'ailleurs. On va donc en faire le plus possible en un minimum de temps et se rendre dans les zones les plus accessibles, avec le plus de points d'intérêt concentrés et avec un maximum d'infrastructures touristiques, hôtels, transports, restaurants. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus les pays émergents, dont le niveau de vie des citoyens est en forte hausse. C'est le cas par exemple de l'Inde et de la Chine. Et en plus, il y a une très forte démographie dans ces pays-là, donc ça amplifie pas mal ce phénomène de tourisme mondial. Pour avoir une idée de ce que pèse l'industrie du tourisme, voici quelques chiffres qui concernent la France. Il y a de nombreux autres facteurs, comme l'assouplissement des conditions de travail, ou les politiques pro-tourisme, comme aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar, par exemple. Pour résumer, ça n'a jamais été aussi facile de voyager qu'aujourd'hui.
et le voyage est devenu une norme sociale très valorisée dans notre mode de vie moderne. Donc au final, quelles sont les conséquences de ce tourisme de masse un petit peu partout ? Vaste question, Nam. Les impacts, ça se mesure toujours aussi en fonction de la sensibilité d'un milieu. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et donc bien sûr, les réponses vont pas être les mêmes. Je m'explique. Si on prend 2500 personnes qui arrivent à Barcelone, étant donné la taille de la ville, on va dire qu'elles vont être absorbées. Si tu prends les mêmes 2500 personnes dans la calanque de Sugiton, l'impact, il est sans commune mesure. En fait, si on reste sur l'exemple de la calanque, aujourd'hui, les gens ils vont piétiner, mettre à nu les racines des arbres, donc il va y avoir de l'érosion, si peu que malheureusement, certains indisciplinés laissent leurs déchets. Donc, tout le monde a bien l'image tout de suite comment un lieu qui semble idyllique sur la carte postale va être fortement impacté. Et donc à l'échelle des grandes villes, c'est la même chose, mais dès que le nombre de visiteurs devient excessif, et là on est sur des impacts également sociaux. Si je reste sur l'exemple de Barcelone, l'accessibilité au logement pour les locaux, la facilité de circulation, le coût de l'inflation, enfin voilà, il y a de nombreux impacts qui fait que la grogne monte aujourd'hui fortement en Espagne. Mais tous ces impacts-là de concentration, si on prend en France, 80% des touristes se répartissent sur 20% du territoire. Donc une ville comme Paris, qui accueille énormément de touristes étrangers, va avoir des installations aussi adaptées à ça, mais peut-être que des villes balnéaires plus petites, si on prend l'exemple des déchets, il faut que les collectivités investissent sur des outils de collecte, de traitement de ces déchets qui vont passer du simple au 10 fois plus en été. Donc, c'est aussi des complications et des coûts économiques qui après sont supportés aussi par les locaux. Donc, il y a tout cet écosystème en fait d'impacts économiques, social, environnementaux qu'il faut passer à la loupe et pour trouver des solutions collectivement. Le surtourisme peut vraiment faire souffrir l'écosystème d'un milieu. On pense tout de suite à la consommation de matières non biodégradables comme le plastique ou le béton, mais c'est parfois plus subtil, comme la crème solaire qui s'amasse dans les lieux de baignade. On peut aussi parler de pollution sonore et de pollution visuelle qui font davantage souffrir la faune. Si on revient à nos humains, ceux que l'on oublie souvent, ce sont les principaux concernés par le surtourisme, celles et ceux qui vivent proches de ces lieux et qui sont pris d'assaut chaque jour par les touristes. On observe une forte hausse des coûts, à la fois pour les touristes, mais aussi pour les locaux, qui voient le coût de leur mode de vie s'envoler. Le Covid a été un très gros accélérateur de ce phénomène, plus 35% de hausse dans certaines destinations, notamment sur le pourtour méditerranéen, comme en Croatie ou au Portugal. La location courte durée, c'est également un vrai cauchemar pour les habitants, qui ne trouvent plus de logement au profit des touristes. À Barcelone, les locaux manifestent et arrosent les touristes avec des pistolets à eau. Bon, ça peut faire sourire, mais c'est parfois moins drôle. Le pire dans tout ça, c'est qu'avant de se rendre sur place, c'est parfois très très difficile de se rendre compte de l'impact en fait, que le tourisme a sur ces lieux. C'est le cas donc à Coimbra, où il y a très peu d'informations utiles à ce sujet. Et moi, avant d'y aller, je n'étais pas du tout au courant que c'était une destination qui vraiment souffrait du surtourisme. On a également un problème structurel. Les transports en commun, les jardins, les rues, les boulangeries, tout ça peut devenir cauchemardesque pour les habitants quand ils ne peuvent même plus faire leurs courses tranquilles. Un autre point qui me tient à cœur, c'est l'accentuation des écarts de richesse. Dans de nombreux endroits, le pouvoir d'achat est très faible, comme en Thaïlande ou en Égypte, et ça permet aux touristes des pays riches de consommer de manière absolument luxuriante, avec un pouvoir d'achat qu'ils n'ont pas du tout chez eux. Donc beaucoup de locaux vont tenter de profiter de ce flux de touristes, ce qui crée une sorte d'asservissement moderne. On est presque digne de l'esclavage. L'exemple qui fait pas mal débat ces derniers temps, ce sont les Sherpas, qui aident les touristes à gravir les montagnes en portant leurs affaires. Mais ça, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Donc au final, comment est-ce qu'on peut remédier au tourisme de masse ? Je vais vous parler du triangle de l'inaction. Donc, lorsqu'on parle de solutions sur des thématiques écologiques, on a souvent affaire à un manque d'action. Et les consommateurs en fait vont dénoncer la pollution des entreprises, ils vont se plaindre des collectivités parce qu'ils ont un impact individuel qui s'estime limité. De leur côté, les entreprises, elles vont fournir seulement ce que veulent les consommateurs et elles vont suivre les règles mises en place par les collectivités sans trop se poser de questions.
Et les élus, eux, ils vont dire que c'est aux citoyens de mieux voter et aux entreprises qu'elles ont les ressources. Voilà. Donc tout le monde va jeter la faute sur les autres, se déresponsabiliser, et au final, il ne se passe pas grand-chose. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que touriste et en tant que consommateur? Et je vais donner un exemple très simple. Un de mes clients, c'est mon fiston, souhaitait faire le tour du Mont Blanc. Très bien. Bien sûr, le tour du Mont Blanc, c'est quand même une destination très prisée des randonneurs en été. Donc, même en m'y préparant plus de 6 mois à l'avance, plus de place dans les refuges, voilà, tout était pris. Et donc, j'ai vraiment discuté avec lui en disant, mais pourquoi vraiment tu veux faire le tour du Mont Blanc? C'est ce lieu emblématique, ce circuit qui est très beau, effectivement, qui te tient à cœur. Et auquel cas, bah écoute, tu reportes l'année prochaine en s'y prenant plus tôt, voilà. En essayant de se décaler peut-être, bon là tant qu'il est en études c'est compliqué, mais voilà, de décaler dans le temps. Mais si, et sa réponse a été différente, c'est non, en fait, je veux faire le tour de quelque chose, voilà, mais randonner en montagne, profiter de la montagne. Ah ben bien très bien. Donc là, j'ai recherché et je lui ai proposé le tour des glaciers de la Vanoise, qui est magnifique également, je pense qu'on va se régaler, mais qui est nettement moins demandé, donc les refuges étaient disponibles, on a pu construire notre itinéraire comme on avait envie. Donc en fait, cet exemple, c'est pour vraiment montrer qu'il faut creuser vraiment. Bien sûr, si une personne cherche absolument à découvrir la Sagrada Familia à Barcelone, c'est ok et c'est magnifique. Mais à ce moment-là, peut-être y aller en hiver, parce qu'après tout, ce qu'elle recherche, c'est peut-être pas forcément le soleil et voilà, la plage. En revanche, si elle va pour le soleil et la plage, bah, peut-être qu'il y a des tas, et c'est même sûr, il y a beaucoup de destinations dans le bassin méditerranéen qui peuvent répondre à cette demande sans forcément aller dans cette ville magnifique, mais où beaucoup trop de monde vont actuellement. Bon, l'idée que Fabienne a émise, je la trouve super intéressante. C'est de se questionner sur nos motivations profondes de voyage. De raisonner en se demandant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au lieu de où est-ce que je veux aller. Ça, on peut se renseigner sur des sites régionaux, sur les offices de tourisme et sur des sites comme Le Routard qui répertorient plein de choses autour de chez soi. Ça peut vous donner de super idées. Le petit bémol, c'est surtout pour se déplacer que ça peut être contraignant, donc en termes d'infrastructure. Si vous avez la possibilité de voyager en saison basse, c'est aussi une très bonne manière de rééquilibrer le tourisme. Le point d'attention à avoir ici, c'est de bien vérifier que les infrastructures soient toujours ouvertes. Ensuite, il y a éviter d'être trop influencé par les réseaux sociaux ou les guides qui sont regardés par des milliers, voire des millions de personnes. La majorité de mes meilleurs souvenirs de voyage, ils ont été faits loin de la foule, dans des lieux moins visités et que j'avais pas du tout prévu de voir à la base, donc laisser place à un petit peu de surprise. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin d'être un grand aventurier, il y a parfois besoin de marcher seulement quelques mètres pour trouver des coins de paradis qui sont peu fréquentés. Quand je suis allé au Japon, à la pagode de Shureito, j'ai été choqué par la foule de touristes comme des dingues pour prendre des selfies sur ce fameux spot. Et j'ai juste marché 50 mètres de plus, j'ai grimpé un petit peu, ça m'a pris 2 minutes. Et au final, j'avais un meilleur panorama, il n'y avait que quelques personnes et c'était super tranquille et beaucoup plus agréable. Ensuite, il y a l'axe de voyager de manière plus responsable, donc en consommant moins et en respectant les locaux, la faune, la flore, etc. Il y a de nombreux programmes de voyage qui proposent aujourd'hui des expériences assez immersives, comme Terre d'Aventure ou Les Aventureurs pour ne citer que, et vous pouvez aussi faire appel à un travel planner comme Fabienne. Son contact est d'ailleurs dans la description de la vidéo si vous souhaitez discuter avec elle. On peut bien évidemment viser un cran au-dessus en voyageant de manière plus lente, parcourir l'Europe en train, longer la Loire ou le canal du Midi à vélo, randonner et camper sur des GR balisés, mais tout ça, on en reparlera plus en détail dans d'autres vidéos sur le sujet. Côté collectivité et entreprise, pour réguler le tourisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, il faudrait stabiliser l'offre de certains lieux pour attirer les touristes toute l'année et pas seulement sur une saison. Alors une station balnéaire qui va faire en sorte d'attirer des touristes pas seulement l'été, mais aussi l'hiver, et une station de montagne qui va faire l'inverse. Il y a également la mise en place de taxes de séjour. Donc à Kyoto, on vient de voter un x10 sur la taxe de séjour. À Venise, on taxe les touristes dès leur entrée en ville. Mais ça, c'est une mesure qui est punitive et qui avantage les plus riches, donc pas certain que ce soit la solution miracle. Ensuite, il y a de nombreuses collectivités rurales qui ont lancé des programmes de relance de tourisme, des constructions d'infrastructures et des campagnes de communication.
Au Japon, encore une fois, il y a environ une quinzaine de territoires qui vont être reconnectés aux grandes villes et aménagés pour pouvoir à la fois accueillir des touristes, redynamiser ces lieux-là et désengorger d'autres qui sont absolument blindés toute l'année. En France, on a de nombreux programmes un petit peu partout qui ont le même objectif. Pour conclure tout ça, j'espère que cette vidéo vous permettra de prendre un peu de recul sur ce sujet, à la fois complexe et très actuel, et que ça vous donnera des idées pour vos prochains voyages. Il n'y a pas vraiment de solution toute faite, il faut seulement rester conscient de l'impact du tourisme de masse en se disant que la moindre action individuelle peut avoir un impact positif ou négatif pour les années à venir. Dites-moi en commentaire la meilleure anecdote de voyage que vous avez vécue à cause du surtourisme, et si vous envisagez de prendre certaines mesures pour éviter d'y faire face à nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si vous l'avez aimé, un like, un partage, un abonnement et un commentaire seront les bienvenus. Merci encore et à bientôt. Salut!